Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où on commence les enregistrements de cette nouvelle année 2022 avec Éric Fournier. Bonjour Éric. Bonjour. Alors Éric, vous êtes venu nous présenter une série un petit peu ancienne, mais c'est avec un grand plaisir que je vais l'évoquer avec vous, c'est Les Brigades du Tigre. Alors avant de parler de la série elle-même, je vais vous présenter, vous êtes maître de conférence HDR, donc habilité à diriger les recherches en histoire contemporaine au Centre d'histoire du 19e siècle à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste d'un long second 19e siècle, en gros des années 1860 aux années 1930. Et vous avez travaillé notamment sur la Commune et sa mémoire, sur les mouvements révolutionnaires et la violence politique. Et vous avez publié, par exemple, en 2019, chez Libertalia, La critique des armes, une histoire d'objets révolutionnaires sous la Troisième République. Et dans un livre collectif à venir, qui est co-dirigé avec Arnaud Hout, vous parlez de l'histoire de l'antimilitarisme du 19e siècle à nos jours. Ce livre-là, on est un petit peu en avance, il devrait sortir en 2023. Vous avez aussi travaillé sur les violences politiques lors de l'affaire Dreyfus, notamment à travers l'activisme des antisémites dans La Cité du Sang, les bouchers de la Villette contre Dreyfus, paru aussi chez Libertalia en 2008. Alors, vous l'avez compris, je l'ai dit en introduction, on va être durant cette période qualifiée par Dominique Khalifa, où je renvoie d'ailleurs les auditeurs à son ouvrage La véritable histoire de la Belle Époque, qui était paru en 2017 chez Fayard, donc de Belle Époque. C'est Les Brigades du Tigre, une série ancienne, je l'ai dit, mais une série qui va nous montrer un certain nombre de choses. Alors peut-être, vous pourriez, pour commencer, rapidement, en quelques mots, nous présenter cette série et en faire le pitch. Oui, alors c'est une série qui a été produite et diffusée sur les chaînes du service public en France. La première saison, c'était en 1974. Chaque saison fait 6 épisodes. Et la dernière saison, la 6e saison, donc en 1982. L'intégralité des épisodes mettent en scène les aventures d'un trio de policiers des brigades mobiles de Clémenceau, donc le commissaire Valentin et les inspecteurs Pujol et Terrasson, qui doivent à chaque fois lutter contre des criminels, des espions, intervenir dans des affaires internationales. Et la structure de chaque épisode est la même, c'est-à-dire que ça commence par une voix off introductive avec des vignettes dessinées qui remettent dans le contexte, et chaque épisode se conclut par une voix off qui ouvre sur le temps historique. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, les 4 premières saisons s'inscrivent dans ce que l'on a appelé la Belle Époque, et les 2 dernières saisons dans l'immédiate après-guerre, c'est-à-dire les années folles. Donc cette série se caractérise par une forte fidélité à ses chrononymes, c'est-à-dire à ces noms d'époque donnés rétrospectivement pour faire sens, pour l'ancrer dans la mémoire collective. Donc très clairement, les 4 premières saisons, c'est une belle époque portée par la modernité, les innovations technologiques, nous y reviendrons. Une belle époque avec une effervescence culturelle et scientifique, une république à l'emprise assurée, pas de lutte sociale, donc en gros la belle époque sont les années 70, mais évidemment avec l'horizon de la Première Guerre mondiale, sinon la belle époque en elle-même n'aurait pas pu advenir. Et les années folles, c'est un peu différent, c'est le cinéma, les noceurs, le Charleston, les garçons, les avant-gardes culturelles, mais aussi l'apparition des premiers fascistes. Et en fidélité à cette reconstruction des années folles, la Première Guerre mondiale est paradoxalement la grande absente des 2 dernières saisons. Donc les téléspectateurs des années 70, comme éventuellement aujourd'hui, avaient affaire à 2 périodes clairement identifiables grâce à des chrononymes ancrés dans la mémoire collective.
Alors c'est intéressant ce que vous nous dites parce que on est à cheval, on va dire, sur une série sur la Première Guerre mondiale. On est avant pour 4 saisons, on est après pour 2 saisons, donc belle époque avant, année folle après. Et finalement, vous qui êtes un historien, je l'ai dit en introduction, spécialiste de ce long 19e siècle qui va jusqu'aux années 30 quelque part, c'est une série qu'on peut qualifier sur le 19e ou au contraire c'est une série de la modernité du 20e siècle? Alors, ça dépend qui la regarde et quand il la regarde. C'est-à-dire que pour un historien, très clairement, nous sommes dans ce qu'on appelle le long second 19e siècle, c'est-à-dire un 19e siècle qui ne s'arrêterait pas par le seul effet du calendrier en 1900 ni même en 1914, mais qui, à bien des égards, se prolonge jusqu'aux années 20 ou jusqu'aux années 1930. Euh, en revanche, le point de vue du téléspectateur dans les années 70, 1970, 1980 devait très clairement le renvoyer au XXe siècle. Et du reste, c'est la volonté de la série, puisque la voix off de l'épisode introductif est très claire sur l'ancrage temporel. Je le cite, ce siècle avait 7 ans. Donc nous sommes clairement dans une série qui veut montrer la naissance du siècle des premiers téléspectateurs. Mais euh, si dans les années 1970, il pouvait encore y avoir un sentiment de familiarité, par exemple, les enquêtes policières se faisaient toujours en relevant les empreintes digitales avec de la poudre, puis en comparant ça avec des diapositives et en tapant le rapport sur une machine à écrire. Bon, évidemment, pour un éventuel téléspectateur du 21e siècle, tout ceci renvoie à une époque révolue. Aujourd'hui, on photographie les empreintes, on les scanne, on les passe à l'ordinateur, on s'envoie tout ça par smartphone et on prend de l'ADN. Donc, on voit à quel point notre monde a changé entre les années 70 et aujourd'hui. Et donc, si clairement, pour un téléspectateur des années 70, les brigades du TIC pouvaient évoquer la naissance de son siècle, pour nous, aujourd'hui, ça renvoie, même pour quelqu'un qui connaît peu l'histoire du 19e siècle, à un temps révolu, inévitablement étrange, et donc peu probablement au 20e siècle. Et je pense qu'il y a une volonté très nette de la série de mettre en scène cette modernité de la Belle Époque, puisque toujours dans l'épisode introductif, aujourd'hui on dirait le pilote, la voix off qui plante le décor dit que sous l'effet d'une industrie triomphante, je cite, les structures de la vieille société se brisent chaque jour davantage derrière la façade de la Belle Époque. Alors ça c'est intéressant parce que ça montre que dans les années 70, le chrononyme Belle Époque commence à être interrogé. L'évidence se fissure et on tombe dans des lieux communs du genre une belle époque, pas si belle que ça, ou des choses comme ça. Mais surtout, cette série met en avant les tensions autour de la modernisation de la société française. On le verra, des tensions qui se résument finalement au crime. Mais cette alliance entre archaïsme et modernité, sur laquelle on reviendra sans doute, est caractéristique de ce que l'historien Christophe Charles, autre spécialiste du 19e siècle, a appelé, je le cite, la discordance des temps. Alors, ça a l'air un concept comme ça un peu peut-être compliqué, mais en fait, c'est assez simple. Tous les gens ne vivent pas au même moment, avec la même intensité, la modernité. Certains résistent, d'autres sont à l'avant-garde. Et donc, tous les personnages de la série ne sont pas contemporains les uns des autres. Et ça, on le voit très clairement dans l'une des signatures qui rendent la série mémorable, c'est la chanson du générique, La Complate des Apaches de Claude Bolin, qui montre le désarroi d'un criminel vieille école face à la modernisation des policiers de Clémenceau. Donc, je cite, je vous rassure, je ne vais pas chanter, je cite, Monsieur Clémenceau, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux, ils ont troqué leurs vélos, leurs chevaux, et la tirade se termine en se demandant, mais comment je vais faire, je cite, pour ne pas en prendre pour 20 ans. Donc, on voit très bien dès le générique cette tension entre la vieille école du crime et la modernisation de, ici, l'État et la police française. Et donc, cette tension, archaïsme-modernité, elle était présente dès les années 70, elle le serait encore aujourd'hui, mais à mon sens, différemment, ne serait-ce que parce que certains objets
qui donne le ton de la série, qui donne sens à la série, qui lui donne sa couleur. Certains objets qui pouvaient paraître encore familiers en 1970 ne le sont plus aujourd'hui pour nous. C'est aussi une série qui est véritablement ancrée dans la chronologie, on l'a dit dès l'introduction, avec des épisodes qui se passent avant la Première Guerre mondiale, à la Belle Époque, et d'autres après, pendant les années folles. Mais on voit bien le soin apporté quand même par les auteurs de l'époque pour montrer aux spectateurs, pour insérer quelque part la fiction des Brigades du Tigre dans des événements historiques réels. Ah oui, c'est sans doute l'une des marques de fabrique de la série que je ne pense pas présent dans d'autres séries ou avec un procédé équivalent. Mais oui, les épisodes de pure fiction, et on y reviendra, les scénarios sont parfois un peu plus invraisemblables. Ces épisodes de pure fiction s'inscrivent dans le temps advenu, dans la chronologie, que rappelle systématiquement la voix off de l'introduction. Euh, Parfois, les épisodes sont reliés à des enjeux majeurs de la politique internationale. Par exemple, l'épisode Visite Incognito, l'un de mes préférés, le succès de la mission des Brigades du Tigre décidera de l'entente cordiale. Dans le crime du sultan, il est question de savoir si la France aura finalement ou pas le protectorat sur le Maroc. Mais à chaque fois, les épisodes n'aboutissent jamais à du contrefactuel. À chaque fois, la conclusion revient au fil de l'histoire. Il y a un finalisme historique flagrant. Tout ce qui arrive était destiné à arriver. Et par ailleurs, cette volonté de s'inscrire sans écart dans un temps historique déterminé permet, par la remise en contexte, finalement une certaine pédagogie. Une vulgate historique qui aujourd'hui nous apparaîtrait un peu vieillotte, même si malheureusement le roman national est à la mode à droite de l'échiquier politique. Enfin bon, nous avons ici une vulgate historique digne des vieux Malais Isaac. Les images dessinées qui accompagnent les introductions peuvent évoquer les Lavis ou des images d'Épinal. Autant de procédés, du reste, familiers aux téléspectateurs des années 70 qui étaient des anciens élèves et donc des anciens lecteurs de Malais et Isaac, voire de Lavis. Et donc, cette remise en contexte historique, assez bien documentée, montre un lien entre finalement la grande histoire et des petites histoires fictionnelles, des brèches qui, malgré les nombreux rebondissements, se referment systématiquement. Et l'histoire suit son cours, un cours très finaliste, puisque les introductions et conclusions prennent souvent l'horizon de la Première Guerre mondiale pour accroître, comment dire, l'intensité de l'enjeu. Et les conclusions portent parfois sur 14-18, mais parfois même encore plus loin. Ainsi, l'épisode La couronne du tsar, qui raconte comment les brigades du Tigre doivent protéger un des joyaux de la couronne prêté par le tsar pour une exposition. La couronne du tsar se conclut en disant que Valentin, Pujol et Terrasson ont sauvé l'alliance franco-russe, mais que malheureusement, le fameux rouleau compresseur russe, c'est-à-dire cette image d'une armée russe nombreuse et invincible déferlant sur Berlin, ils disent que malheureusement, le rouleau compresseur russe arrivera bien à Berlin, mais 30 ans plus tard, c'est-à-dire en mai 1945. Du fait de cette volonté de s'inscrire dans une chronologie précise, nous avons de nombreuses références historiques parsemées dans les épisodes des Brigades du Tigre, la volonté de vulgarisation d'un savoir historique assez pointu. Par exemple, entre autres exemples possibles, si je prends l'épisode Les Demoiselles du Vésinet, avec deux vieilles dames suffragistes qui veulent obtenir le droit de vote par tous les moyens nécessaires, on y reviendra peut-être, ces vieilles dames font référence à la suffragiste Pankhurst ou à une moins connue, Emily Davison, qui est morte au derby d'Epsom en se jetant sur un cheval pour alerter sur le suffrage des femmes. Bon, vous voyez, on peut avoir des références assez pointues dans ces épisodes, malgré des scénarios parfois quelque peu tirés par les cheveux, mais c'est une manière aussi de s'inscrire dans le 19e siècle.
Éric Fournier, la fabrique de la série, c'est intéressant parce que on est, vous l'avez dit, hein, on colle à de l'histoire, il y a un fond historique, mais en même temps, les intrigues sont assez rocambolesques. Là, on est quand même très daté sur le 19e siècle et ça renvoie clairement à la mode des feuilletons. Oui, voilà, ça, on voit ici très bien la mémoire du 19e siècle ou un très très long 19e siècle, c'est que euh, les scénarios, enfin la plupart des scénarios des Brigades du Tigre, sont dignes des romans feuilletons type Ponson du Terrail, l'inventeur de Rocambole, parfois même plus ancien encore, Eugène Sue, les mystères de Paris et les bas-fonds, ou même les aventures de Fantomas. Tout d'abord, nos trois héros sont sans défaut, positifs et stéréotypés. Ils ne doutent de rien et on ne sait rien de leur vie. Alors, si on compare aux séries actuelles montrant des protagonistes inévitablement tourmentés, il faut reconnaître qu'il y a un côté parfois un peu reposant quand on visionne les Brigades du Tigre. Mais le fait est que Valentin, Pujol et Terrasson sont réduits à leur fonction. Ils sont toujours bons vivants. Euh, Valentin, c'est le commissaire, c'est une espèce de chic français, l'incarnation du mal français de l'époque. Pujol, c'est le titi parisien futé adepte du déguisement. Et Terrasson, le méridional costaud, bonhomme et imperturbable. Même la Première Guerre mondiale ne semble avoir aucune prise sur eux. On ne sait rien de la façon dont Pujol et Terrasson ont traversé la guerre des tranchées. On sait juste que Valentin, qui perd sa moustache, a été aviateur. Donc, de ce point de vue-là, c'est typique de ces romans feuilletons préférant l'action à la psychologie des personnages. C'est encore plus net dans les scénarios. Je vais vous prendre quelques exemples. Dans Visite incognito, il s'agit de sauver l'entente cordiale car le prince de Galles désire se rendre incognito dans la capitale parisienne pour jouir des plaisirs frivoles de la belle époque, mais les services secrets prussiens ont la volonté de substituer le prince de Galles par un de ses sosies, donc un officier prussien qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau et qui parle anglais. Une fois substitué au prince de Galles, le sosie prussien est censé insulter la France et faire capoter l'entente cordiale. La substitution a lieu dans une malle, dans un cabaret de magiciens, mais heureusement, les brigades du Tigre vont sauver la mise. Deuxième exemple, l'épisode la couronne du tsar, donc j'en ai un peu parlé. L'Empire tsariste accepte de prêter une des plus belles couronnes de la monarchie protégée par un grand-duc tout à fait fantasque et un magnétiseur, voleur, escroc, exilé et chassé de la cour de Russie par Raspoutine, va subtiliser la couronne, mais en fait, il aura subtilisé une fausse couronne, car Valentin, qui est plus rusé que tout le monde, aura préalablement remplacé la vraie couronne par une fausse. Alors, je ne sais pas si tout le monde me suit. Et du coup, la principale action des brigades consistera à récupérer la fausse couronne pour que personne ne récupère le pot aux roses. Enfin, troisième exemple de scénario ici, comment dire, presque comique. L'épisode L'Entente cordiale met en scène une collaboration franco-britannique pour améliorer les sous-marins de chaque pays. Donc là aussi, on voit l'horizon de la Première Guerre mondiale qui s'approche. Alors j'espère que les auditeurs me pardonneront de spoiler cet épisode. Donc attention, à nouveau spoil, mais les Anglais enlèvent le savant français en se faisant passer pour des espions allemands. L'enlèvement du savant français permet aux Anglais de récupérer les secrets technologiques français sans divulguer les leurs. En riposte à ce que le supérieur des brigades du Tigre, le divisionnaire Favre, rappelle, je cite, l'humour anglais, il met en scène une équipe composée d'Alsaciens des brigades mobiles qui, en chapeau tyrolien, se font passer, je cite, pour de vrais Allemands et enlèvent aux faux vrais Allemands anglais le savant français. Et tout ceci se finit autour d'une tasse de thé. Bon, on le voit, c'est hautement improbable. D'autres épisodes, comme Don de Scotland Yard, sont plus à la manière d'Arsène Lupin, des voleurs de haut vol se faisant passer pour des nobles, pardon. D'autres sont plus proches de Fantomas. Je pense à l'épisode L'Ange Blanc, avec des morts en série sur le Tour de France et un criminel un peu proche de Fantomas, insaisissable, arrogant et mystérieux.
Or, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces intrigues, proches des romans feuilletons de la Belle Époque, sont aussi portées par l'importance de la presse, des journaux imprimés dans l'intégralité des épisodes. La presse donne le rythme quotidien de l'intrigue et participe au rebondissement, comme dans un roman feuilleton. Régulièrement, on voit des vendeurs à la criée alerter le public et les brigades mobiles des derniers rebondissements. Les policiers lisent très régulièrement dans leur bureau le journal. Ils lisent tout le temps le journal. Donc, du reste, cette série montre parfaitement cet âge d'or du journal qui était la Belle Époque. Donc, on a des scénarios rocambolesques qui nécessiteraient normalement un gros budget. Oui, c'est vrai que par rapport à nos normes aujourd'hui de séries qui sont de très très gros budgets, y compris de séries qui parlent de la même époque, je pense notamment à Peaky Blinders, une des séries phares sur l'Angleterre des années folles. On a ici une série à peut-être petit budget avec des décors qui ne sont pas, paradoxalement d'ailleurs, des décors naturels. On ne voit très peu le Paris qui est à la mode à l'époque, le Paris haussmannien par exemple. Oui, parce que, oui, alors selon effectivement nos normes actuelles, il y a non seulement un petit budget, puis des contraintes techniques liées aux années de production, les années 1970. Et effectivement, paradoxalement, le Paris haussmannien, qui est le cadre central des intrigues, est le grand absent des décors des brigades mobiles. Vous ne verrez jamais un boulevard haussmannien, vous ne verrez jamais un monument parisien d'importance, tout simplement parce que ils ne peuvent pas effacer la présence de la modernité de la fin du XXe siècle dans les décors parisiens naturels. Ils ne peuvent pas effacer les feux tricolores, ils ne peuvent pas effacer les néons des boutiques. Donc, il faut ruser. Et ils rusent par un jeu d'échelle, c'est-à-dire que l'on voit des lieux clos du Paris haussmannien, Belle Époque, des cabarets, des bistrots, parfois la porte des usines, les bureaux des brigades mobiles et la cour intérieure, des palaces, des manoirs, les escaliers ou les pièces d'immeubles populaires, et de très courts morceaux de rue, mais qui en fait ont été tournés dans des petites villes de grande banlieue ou de province où ils trouvaient des décors préservés que l'on retrouve parfois d'ailleurs d'un épisode à l'autre. Alors, oui, le contraste est flagrant, vous le disiez, avec par exemple les Peaky Blinders, qui ont tout de même reconstitué, entre autres, une rue entière de Birmingham avec des aciéries qui crachent le feu, le métal en fusion. Nous n'avons rien de tel dans les brigades du Tigre. Et donc, pour ruser au niveau des décors, on déplace l'intrigue. Par exemple, dans La Couronne du Tsar, le grand-duc arrivé pour exposer, protéger la couronne, loue à Prenton un château en banlieue. Soyons sérieux, un grand-duc en visite à Paris ne va pas aller en banlieue. De même, dans Visite incognito, le prince de Galles devant résider incognito accepte, à la demande des brigades mobiles, de ne pas résider à Paris, trop dangereux au regard de la discrétion, mais dans un relais de chasse grand luxe en proche banlieue. Et du coup, l'intrigue de Visite incognito, censée nous montrer les ors de la Belle Époque, se déroule dans le hall d'un grand hôtel, dans la chambre du prince et dans des cabarets plus ou moins miteux. Enfin, pour pallier à cette impossibilité, soit de montrer le Paris haussmannien de la Belle Époque, soit de le reconstituer, beaucoup d'intrigues se passent en fait à la campagne, dans des décors très peu modifiés, des villages qui ont dû sembler familiers aux téléspectateurs des années 1970, surtout les plus âgés. Et parfois, cette reconstitution propose, avec des moyens, on l'a dit, assez limités, des évocations assez efficaces. Par exemple, les conditions de course du premier Tour de France montrées dans l'Ange Blanc, avec des arrivées dans les villages et une logistique beaucoup plus bricolée que celle du Tour de France actuel, est assez fidèle. Donc, parfois, le manque de moyens permet, malgré tout, peut-être grâce à ça, des évocations assez efficaces. Le manque de moyens oblige aussi, je l'ai un peu évoqué, à mettre en avant les rues et les routes de campagne. C'est beaucoup plus facile ici de reconstituer la Belle Époque. On a donc des décors intemporels sur lesquels on peut placer
certains des motifs qui signent l'originalité de la série, notamment les fameuses automobiles de la Belle Époque. Donc en fait, quand on regarde bien, ça se déroule souvent dans la rue ou sur route. Enfin, ce petit budget est mis à profit ou justifie d'autant plus les introductions avec les images dessinées à la manière du 19e siècle, qui permet souvent d'évoquer, d'entrer et d'évacuer les scènes coûteuses ou les panoramas grandioses. Par exemple, dans la couronne du tsar, les images nous montrent le défilé de l'amitié franco-russe, ce qui évite de faire appel à des centaines de figurants en costume d'époque. Puis, le début de la série, de façon assez remarquable d'ingéniosité contrainte, décrit l'arrivée du torpilleur amenant donc le grand-duc et la couronne. On a la brève insertion d'un film noir et blanc avec un navire de guerre, puis l'entrée en rade est décrite à la jumelle par une criminelle racontant ça à son complice. Je la cite: c'est grandiose. Les marins viennent de tirer une salve. On voit beaucoup d'officiers en grande tenue, des flâneurs. Tiens, on vient d'avancer la limousine. Donc, je vous laisse imaginer comment économiser le budget par cette simple phrase. Le petit budget et les contraintes de tournage ou les normes du temps par rapport à nos normes actuelles peuvent aussi entraîner une certaine forme de réalisme inattendu et sans doute non voulu. Pardon. Ainsi, une autre séquence signature de la série, ce sont les entraînements à la boxe française, effectués dans des justes-corps moulants totalement anachroniques aujourd'hui, entraînements à la boxe française que l'on voit presque à chaque épisode. Mais force est de constater que lorsque les hommes des brigades du Tigre se battent contre des criminels, les combats, quoique insistant sur les coups de pied propres à la boxe française, se révèlent particulièrement tâtonnants et brouillons. Et ben, finalement, une bagarre de rue, c'est ça. On est très loin des productions hollywoodiennes mettant en scène des combats de rue improbables et d'une longueur totale. Là, quand les hommes des brigades se battent, c'est brouillon, c'est maladroit, c'est un combat de chiffonnier. Eh bien ça, c'est beaucoup plus crédible que ce que l'on peut voir dans la plupart des séries Netflix. Donc en gros, ce petit budget. Éric Fournier, un autre aspect aussi intéressant, c'est, on l'a dit, une série qui reflète son époque, l'histoire de son époque à travers ce que l'on voit à la fois dans les décors, mais aussi dans les objets utilisés. On est bien dans cette notion-là, hein, à la Belle Époque, à la fois où on montre bien la modernité, et vous allez nous en parler tout de suite, mais aussi c'est une période qui est aussi empreinte d'un certain archaïsme quand même, hein. Vous l'avez dit tout à l'heure, et j'aimerais qu'on y revienne quelques instants dessus. On le voit dès le générique avec la chanson, la complainte des Apaches. Alors peut-être aussi pour nos auditeurs, expliquer ce que sont les Apaches. C'est quelque chose de très précis à cette période-là, justement. Oui, les Apaches désignent les bandes de jeunes criminels parisiens des années 1900, presque jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, qui alimentaient les peurs publiques et médiatiques de la société de la Belle Époque. Du coup, oui, cette complainte des Apaches, hein, je l'avais indiqué, montre le désarroi du vieux criminel qui se désespère de voir des policiers non plus à cheval, mais en automobile. Et cette première modernité visible dans la série qui lui donne une grande partie de sa saveur et de son charme, c'est celle du progrès technique, celle de la magie des objets. Alors, il y a les voitures, évidemment, iconiques, les vieux modèles, les premiers modèles d'automobiles. Mais vous avez aussi l'usage du téléphone très présent dans les brigades mobiles et de la TSF, télégraphie sans fil, qui à l'époque occupe presque l'intégralité du coffre des automobiles des policiers. Alors c'est intéressant, voiture et téléphone, parce que ça met en évidence quelque chose sur lequel on travaille beaucoup en ce moment, nous les historiens du second 19e siècle. C'est d'abord la contraction de l'espace-temps induite par le progrès technique. Les hommes et les idées circulent plus vite et plus loin, mais aussi une entreprise croissante de l'État. C'est-à-dire que la Seconde République, c'est le moment où l'État étend son emprise au quotidien sur la population. Alors, parfois pour le meilleur, hein, les instituteurs, les chemins de fer, les postes, etc., mais aussi pour l'autorité judiciaire, légale, policière. Et ici, entre le téléphone, le télégraphe,
les gendarmeries qui maillent le territoire et les voitures, je peux vous dire, on n'échappe pas aux brigades du Tigre lorsqu'on essaye de s'enfuir. D'autres éléments que j'ai un peu évoqués montrent la modernité du début du XXe siècle, les machines à écrire, les empreintes digitales, mais aussi les sous-marins, l'avion que l'on voit régulièrement, et également extrêmement présent l'appareil photo, qui peut être un outil précieux. Dans la couronne du tsar, il permet aux brigades du Tigre de berner deux cosaques particulièrement peu au fait de la modernité. Il peut être au cœur de l'intrigue. Alors attention, spoil, dans Les Enfants de la Joconde, un appareil photographique couleur sert à faire de la contrefaçon d'art. Donc, on a tous ces objets. On a également le cinéma qui apparaît dans Les Années folles, dans Le Vampire des Carpates, le passage tragique au cinéma parlant qui traumatise certains acteurs. Alors, tous ces objets donnent une couleur locale ou une couleur temporelle. Ça nous ancre bien dans la Belle Époque. Ça coûte, sauf peut-être pour les voitures, finalement assez peu cher. Ça supplée au côté intemporel des décors et permettent de nourrir intrigue et rebondissement. Il est cependant à noter quelque chose d'assez troublant, c'est que, à part le cinéma parlant, les deux saisons qui traitent des années folles ne renouvellent pas le magasin des accessoires Belle Époque. Et les intrigues ne se structurent presque plus autour de la question des progrès techniques, comme si finalement l'environnement matériel des années folles n'était plus assez exotique aux yeux des téléspectateurs des années 70. Alors, on peut étudier un peu plus précisément cette tension entre archaïsme et modernité, qui évidemment va bien au-delà des objets techniques, à travers un épisode particulièrement instructif, le village maudit, qui est un de mes préférés. Alors, attention, c'est pareil, je vais devoir vous raconter l'intrigue. Il est exemplaire de cette discordance des temps, de cette collision des temporalités, de ce choc de la modernité. Alors, on revient d'abord à la question des décors. Le village maudit, c'est très pratique. C'est un village particulièrement reculé. Il suffit donc de quelques vieilles maisons en pierre et le décor est planté. La voix off introductive commence en disant que les époux Curie découvrent l'uranium. Je cite, « L'ère atomique commence avec le siècle, mais qui en a conscience? Au même moment dans les villages, on croit aux puissances de la terre et à celles des ténèbres, et nous dit la voix off aux sorciers. » Alors, certes, on croit encore à la culture magique dans quelques villages, mais vers 1908, c'est tout de même relativement réduit. Et l'intrigue montre comment l'inspecteur Terrasson va discrètement enquêter dans un village où les terres deviennent stériles, où les habitants le fuient en masse et où ceux qui restent veulent brûler un sorcier. Et là, c'est l'instituteur laïque et le curé qui s'interposent. Et le village maudit montre bien comment, dans ce rural profond, vous avez d'un côté la société traditionnelle avec ses paysans perdus et empreints de culture magique, et de l'autre, des propriétaires terriens qui ont compris l'importance de l'uranium et veulent, en empoisonnant les terres, chasser les paysans pour réaliser le pactole. Et entre ces deux groupes sociaux, l'État étend son emprise via l'instituteur et le policier dépêché sur place. Et on voit donc comment, finalement, la République n'abandonne jamais, même les villages les plus reculés, et si j'ose dire, les plus abrutis de superstition. Et donc, on a ici aussi également la mise en scène d'une République apaisée qui agit à la demande officieuse de l'Église, dont le curé s'inquiète beaucoup pour ses ouailles. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que dans une France rurale très profonde, des châtelains affairistes jouent sur les superstitions parce qu'ils ont conscience que l'avenir est ici et leur richesse est ici dans l'exploitation de l'uranium.
Éric Fournier, quand on regarde aussi cette série-là, on est face à une certaine galerie d'ailleurs, hein, vous qui êtes historien de cette période, vous le voyez très bien, une galerie de stéréotypes. Alors peut-être essayer de nous présenter ici justement comment on voit, on va faire un peu d'histoire sociale, comment on voit les gens de la Belle Époque et comment est-ce qu'ils sont analysés par la série, peut-être en essayant de distinguer certaines catégories, hein. Je pensais notamment ici, pourquoi pas, bien sûr, à la classe, aux bourgeois, mais aussi à ce qu'on voit à Paris, le monde du spectacle, les journalistes, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire sur tout ça? Alors, ce qu'on peut dire sur tout ça, c'est qu'effectivement, on ne peut pas avoir de Belle Époque sans élite, comment dire, cosmopolite, frivole, ayant un mode de vie, comment dire, on ne peut plus agréable. Euh, et ça nous montre d'ailleurs une France ouverte sur le monde, car à chaque fois que l'intrigue se passe dans les hautes sphères de la société, vous avez toujours des étrangers qui sont là pour visiter le Paris de la Belle Époque. Mais à l'époque, évidemment, tout le monde parle français, qui reste encore la langue internationale. On reviendra peut-être un peu plus tard après sur cette question des sous-titres et de la VO. Euh, J'avais évoqué tout à l'heure l'importance des journaux dans la série qui donnent le ton, guident les rebondissements. Donc, en conséquence aussi, on a une forte présence de journalistes. Certains ne sont pas très valorisés, hein. Ça peut être des gras-de-papier parisiens collant au basque des policiers, des brigades et quelque peu amateurs de ragots. On a quelques journalistes un peu plus globetrotters, un peu plus grands reporters, mais finalement assez peu. Nous n'avons pas l'équivalent d'Albert Londres, par exemple. La Belle Époque, c'est aussi la naissance de la société moderne, d'une société de loisirs, d'une société du spectacle. Le monde du spectacle est très représenté avec des magiciens, des cinéastes, des chanteuses, des danseuses. Nous avons aussi également les sportifs avec le début du vedettariat. On le voit dans l'Ange Blanc et le Tour de France. La Belle Époque, c'est aussi l'avant-garde. Donc les peintres sont assez présents, plus d'ailleurs dans les années folles que dans les séries Belle Époque. Et surtout, on ne peut pas parler de la Belle Époque et évoquer la bourgeoisie sans montrer l'armée des domestiques. C'est-à-dire que parmi les premières catégories ouvrières ou populaires employées, on a tendance à oublier aujourd'hui l'armée des domestiques que l'on voit partout dans les hôtels particuliers. Ils sont vraiment très nombreux. Éric Fournier, les criminels aussi, c'est intéressant. On est sur une série policière, donc qui dit policier dit crime à élucider. Et quand on regarde la série, on a quand même différents types de criminels, bien sûr, même si on est à la Belle Époque, ici, face à une certaine, d'ailleurs, surreprésentation de crimes autour de l'anarchisme. Alors c'est vrai que les années 1890 en France ont été marquées par de nombreux attentats anarchistes qui ont d'ailleurs tué un président de la République. Mais on les voit beaucoup. Et puis, on voit une évolution après la Première Guerre mondiale. Cette idée que, bien sûr, Sacco et Vanzetti sont là, mais on est passé peut-être un peu plus sur des personnages plus mafieux à cette période-là. Oui, en effet, ce qui est frappant, c'est que la chanson du générique s'appelle La complainte des Apaches, mais les criminels de droit commun, la petite pègre, on la voit presque pas. Nous avons donc affaire non pas à une police politique, mais comment dire, à une police au service des intérêts les plus élevés de la République. Et donc, très peu de droits communs. On a évidemment quelques confréries criminelles dignes de Jeanne Sue, de Fantomas, quelques voleurs de haut vol. Je pense à la confrérie des loups. On a très peu de tueurs en série également. On en a deux, l'homme à la casquette et l'ange blanc. Mais fondamentalement, dès qu'il s'agit de criminels, les anarchistes sont surreprésentés, euh, puisque vous avez sur les 3 premières saisons un épisode sur les anarchistes par saison, ce qui est tout de même très important. Alors, comment expliquer ça? Oui, évidemment, une trame historique à respecter. Les attentats anarchistes des années 1890, ou ce qui inspire plus directement les Brigades du Tigre, la bande à Bono, une bande criminelle issue des anarchistes individualistes qui ont terrorisé la France entière par leur modernité, c'est-à-dire qu'ils se déplaçaient en automobile et, il faut bien le dire, par leur violence également. Or, euh,
cette bande à Bono, comme ces anarchistes, sont redécouverts à la fin des années 60, début 70. On a un film, par exemple, en 1968, sur la bande à Bono avec Jacques Brel incarnant Raymond Lascience, c'est-à-dire un des principaux protagonistes de cette bande. On a aussi de façon beaucoup plus légère Joe Dassin qui chante la bande à Bono à peu près à la même époque, ou de façon plus sérieuse, Guy Debord qui compose la chanson La Java des bons enfants en 1974, qui remet au premier plan ces anarchistes, individualistes, illégalistes et souvent violents. Et donc, ils sont assez bien décrits dans la série pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire au croisement de cette tendance anarchiste qui est l'individualisme, c'est-à-dire la volonté de vivre en anarchiste immédiatement sans attendre une hypothétique révolution, et puis au croisement du droit commun. La série évoque aussi, mais assez discrètement, les réserves d'autres anarchistes plus intellectualistes, solidaires de compagnons dont ils désapprouvent par ailleurs les actes, et ça on le voit dans l'épisode Né de chien, saison 1, épisode 2. Ce qui est intéressant avec les années folles, c'est que on a, oui, des criminels plus modernes, plus type mafia américaine, plus Al Capone, et qui du reste souvent viennent des États-Unis, loin des confréries criminelles maintenant un peu vieillottes, un peu archaïques elles aussi. Mais ce qui est frappant, on y reviendra peut-être plus tard, c'est la disparition des anarchistes comme ennemis des Brigades du Tigre. Sacco et Vanzetti, dans l'épisode remarquable Les fantômes de Noël, Sacco et Vanzetti apparaissent comme des victimes. En revanche, on voit apparaître l'irruption des fascistes ou des proto-fascistes, si vous voulez, dans l'immédiate après-guerre, puisque dans la saison 5, 3 épisodes sur 6, la moitié des épisodes, mettent Valentin et ses collègues luttant contre cette forme d'extrême droite. Ce qui est étonnant, c'est que, en parlant d'histoire sociale, on la voit très peu. On voit très peu de mouvements sociaux, par exemple, alors qu'on est justement, si on revient à la belle époque, on est en pleine grève, hein. Je pense notamment sous la présidence de Clémenceau, les grandes grèves de 1907, chez les vignerons. Il y a un vrai mouvement social à cette époque-là qui est là, et pourtant, dans les Brigades du Tigre, on ne le perçoit jamais. Ah, jamais. Alors effectivement, là, il y a quelque chose, il y a un décalage, une distorsion, c'est-à-dire que il y a en France, vous l'avez dit, hein, une vague de lutte sociale, d'une extrême conflictualité qu'on peut dater en gros de 1905 avec les grèves de Limoges jusqu'à 1910. C'est là que Clémenceau gagne son surnom de premier flic de France. C'est par sa fermeté face au mouvement de grève, fermeté régulièrement meurtrière du reste. Or, ceci est totalement absent. Voilà. La classe, le monde ouvrier, les luttes sociales sont totalement absents des Brigades du Tigre, qui pourtant, dans l'épisode pilote, annonce d'emblée que la modernisation frénétique, l'industrialisation triomphante, casse tous les cadres de la société. Donc, on aurait pu s'attendre à un minimum d'intention au monde ouvrier. Rien. Alors, certes, la plupart des épisodes se déroulent après 1909, mais nous n'avons aucune grève. Jamais. Les ouvriers sont des espèces de titis parisiens contents de leur sort et qui sont au bistrot. L'armée des domestiques est contente de son sort, se distingue par une efficacité et une serviabilité, presque une servilité absolue, et donc aucun conflit social, aucun monde ouvrier dans les Brigades du Tigre. J'aimerais maintenant que vous évoquiez avec nous la question des stéréotypes nationaux, parce que c'est assez marqué dans la série. Il y a un vrai parti pris, hein, d'ailleurs, de la part des producteurs de la série. On a cette idée, souvent d'ailleurs, que quand quelqu'un est étranger, on le représente avec beaucoup de stéréotypes, et puis on le représente aussi souvent parlant sa langue maternelle, donc directement en VO. Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure. Et ça, c'est intéressant parce que le parti pris qui est fait, c'est de ne pas traduire. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce choix-là de fait? Oui, alors c'est un choix assez intéressant, difficilement explicable, mais nous pouvons avoir plus d'1 minute de dialogue en VO, c'est-à-dire anglais, allemand, russe, et le plus souvent non sous-titré. Donc, ce choix ne peut s'expliquer que par la volonté, je pense, de donner une espèce de couleur locale exotique aux protagonistes, de montrer une France de la Belle Époque ouverte sur le monde, avec
des stéréotypes nationaux et on comprend vite que les dialogues ne vont pas bouleverser l'intrigue. Donc autant les dialogues en anglais, on peut arriver à suivre et à comprendre l'intrigue, mais le plus souvent, lorsque c'est en langue étrangère, ils parlent pour dire des banalités. Hein. Je me suis fait traduire les dialogues en russe. Donc, très clairement, il s'agit d'apporter une petite touche d'exotisme par ces dialogues en VO non sous-titrés. Touche d'exotisme qui, comment dire, accentue les stéréotypes nationaux. Alors, j'en profite pour indiquer que les Français, eux, sont positivement stéréotypés par des types sociaux tous plus valorisés les uns que les autres. Hein. J'ai déjà évoqué les trois policiers. En revanche, c'est plus compliqué pour nos voisins qui doivent subir les clichés moqueurs. Dans Visite Incognito, qui donc met en scène des Anglais et des espions allemands, le poids des habitus nationaux sont moqués et tournés en dérision. L'inspecteur de Scotland Yard qui accompagne discrètement le prince de Galles se révèle inévitablement d'un flegme à toute épreuve. En revanche, les officiers prussiens sont désespérément raides et mécaniquement au garde à vous, malgré l'ordre de son supérieur qui dit au sosie du prince de Galles qu'il faut être léger et pas raide comme une botte d'équitation. Du côté des Russes, ce n'est pas mieux. Dans la couronne du tsar, le grand-duc Pavel Pavlovitch est la caricature de l'âme slave mondaine. Il est volubile, fantasque, arrogant, fataliste et naïf. On le voit, on comprend que Lénine a un boulevard devant lui. Il passe son temps à offrir de la vodka. Et pour protéger la couronne du tsar, il a 2 Cosaques sortis des plaines du Don qui ne comprennent pas grand-chose au monde moderne. Là, petite aparté, si l'État tsariste avait envoyé une couronne à protéger, ce ne sont pas 2 Cosaques sympathiques mais perdus qui auraient été envoyés, mais évidemment un escadron de la gendarmerie impériale et de la police secrète tsariste, l'Okhrana, beaucoup plus efficace. Donc on voit ici les clichés sur les Russes qui se perpétuent après-guerre. Nous avons des Russes blancs égaux à eux-mêmes, c'est-à-dire totalement décadents et perdus, et des soviétiques froids, discrets et efficaces. D'ailleurs, à ce sujet, la présence des Russes montre que cette série s'inscrit en pleine guerre froide. 1974, l'URSS de Brejnev montre ses capacités d'expansion, la guerre froide est bien vive, et la forte présence des Russes s'accompagne évidemment d'une forte présence des Américains, qui, eux, symbolisent une modernité plus brutale, plus avancée aussi. On voit donc dans cette série l'émergence des 2 superpuissances. Et donc, cette série apparaît peut-être plus connectée, plus transnationale, plus ouverte sur le monde que ce que l'on pourrait croire de prime abord. En revanche, ce qu'on ne voit presque pas, et ce n'est pas forcément plus mal, on va le voir vu les clichés qui vont en sortir, c'est la presque totale absence de l'empire colonial ou de l'indigène. Pour dire les choses très clairement dans un langage contemporain, les Brigades du Tigre sont une série presque totalement, exclusivement blanche. Le seul épisode qui met en scène les colonisés, c'est le crime du sultan. En gros, les Allemands essayent de retourner le sultan du Maroc en résidence en France, de le compromettre dans un scandale pour l'obliger finalement à rentrer dans la sphère d'influence allemande. Le sultan ainsi décrit est, pour résumer, un être faible, capricieux, libidineux et adipeux, un jouet entre les puissances. Donc, cette invisibilisation totale de l'empire colonial, sauf cette exception, on le voit, lourde de stéréotypes négatifs et flagrante. Si on prend la question maintenant, Éric Fournier, du genre, on a parlé beaucoup, bien sûr, des Brigades du Tigre, donc qui sont exclusivement masculines. Quelle est la représentation que l'on fait des femmes de la Belle Époque dans la série Les Brigades du Tigre? Alors, de prime abord, les normes du genre, donc de la domination masculine, sont particulièrement respectées. Il y a une épaisse assignation des rôles. Les femmes sont presque systématiquement à l'arrière-plan dans des rôles dédiés.
Nous avons, en partant du bas de l'échelle, des femmes de chambre, que Pujol, le titi parisien, passe son temps à essayer d'entreprendre, des demoiselles du téléphone et des bourgeoises qui sont des épouses intentionnées mais oisives. Nous avons quelques chanteuses avec une gouaille toute parisienne et des ravissantes idiotes en tout genre qui, la plupart du temps, ont un simple rôle de faire valoir. Du côté des criminels, nous avons des aventurières, voleuses et menteuses, mais souvent soumises à l'autorité d'un complice masculin. Elles agissent rarement seules et sans l'aval d'un. Donc on le voit, si j'ose dire, c'est lourdement genré. Et les quelques écarts sont vite réduits à néant. Je pense à l'épisode Visite incognito, où dans le cabaret où le prince de Galles est substitué à son sosie prussien, une chanteuse de cabaret qui représente la parisienne gouailleuse et souriante, fait l'admiration de Pujol parce qu'elle sait conduire une voiture. Alors on comprend vite dans les Brigades du Tigre que savoir conduire une voiture est le summum de l'émancipation féminine avant 1914. Mais alors que Pujol lui confie la voiture pour qu'elle aille porter un message à Valentin, le message étant le suivant: il y a une bombe cachée dans le cinématographe. Pujol, inquiet, lui demande: est-ce que vous vous en souviendrez? Donc la considérant comme manifestement écervelée. Et les quelques épisodes voulant mettre en scène des femmes au premier plan sont rarement convaincants. À part peut-être L'Auxiliaire, saison 2, épisode 2, qui est le seul avec une femme positive, une auxiliaire de police norvégienne venant en aide aux Brigades du Tigre. Sans doute un écho au fait que dans les années 70, les droits des femmes dans l'Europe du Nord étaient bien plus avancés qu'en France. Pour les autres épisodes, c'est beaucoup moins convaincant. Les Demoiselles du Vésinet, qui est par ailleurs très drôle, mais que l'on peut résumer de la façon suivante: deux vieilles filles qui s'ennuient à jardiner lisent la suffragiste Pankhurst et décident de devenir suffragistes elles-mêmes. Elles enlèvent 4 députés, les séquestrent dans la cave de leur pavillon de banlieue au Vésinet, qui a été intégralement miné par un homme, et sont prêts à obtenir le droit de vote des femmes par tous les moyens nécessaires. Et là, attention, spoil, mais elles ont finalement peur de souris et acceptent de libérer les députés. La voix off concluant l'épisode reconnaît que le vote des femmes était une évidence qui n'arrivait que tardivement en France, mais malgré tout, ces deux vieilles filles sont considérées comme étant tout de même deux folles alliées, puisque l'épisode se termine en indiquant qu'elles finissent en maison de repos, c'est-à-dire à l'asile. Donc, comment dire, le retour de la femme politique considérée comme hystérique, ça c'est très 19e siècle. Après la Première Guerre mondiale, l'inflexion est légère. L'épisode Le Temps des garçons montre des aventurières mondaines plus préoccupées par leur compte en banque que par l'égalité civile ou civique, bref, plus effrontées qu'émancipées. Et la voix off introductive est à cet égard particulièrement claire. Après avoir rappelé que pendant 4 ans, les femmes ont remplacé les hommes à l'arrière et qu'elles ont donc une volonté de liberté, on retourne aux assignations de genre, puisqu'on comprend que cette liberté est une liberté de s'habiller de façon frivole et qu'être moins soumise aux hommes consiste essentiellement à s'habiller comme on veut. Je cite la conclusion de l'introduction: une nouvelle femme est en train de naître. Coco Chanel et le Charleston en accélèrent encore les mutations. Et en aucun cas, par exemple, la question du droit de vote, bien entendu. Le seul épisode qui montre, comment dire, des femmes un peu plus dures à la lutte, mais malheureusement en scène des femmes fatales, c'est l'épisode Lac et Entrelacs, qui met en scène des marieuses misandres voulant tuer les hommes. Donc, on le voit, la question du genre est aussi très loin des progrès sociaux ou des questions des années 70, ou soulevées par les années 70. Peut-être pour terminer notre entretien, Éric Fournier, autour de la série Les Brigades du Tigre, essayer de comprendre comment cette série, qui a été produite dans les années 70 et au début des années 80, elle est le reflet de son temps. On a commencé à l'évoquer un petit peu tout au long de l'émission, mais j'aimerais le reprendre avec vous, parce qu'on le montre souvent dans Histoire en série. On montre souvent que les séries historiques qui parlent d'une époque,
elle calque quelque part sur cette époque-là des stéréotypes de l'époque à laquelle elles sont tournées. Et ça, on le voit clairement d'ailleurs hein, dans les Brigades du Tigre, où il y a de nombreux aspects qui reflètent la société sous Giscard et sous Mitterrand. Oui, en effet, c'est flagrant, hein. Toute histoire s'écrit au présent, toute série correspond aux attentes de son époque. On le voit dès la chanson du générique, La Complainte des Apaches, donc de Claude Bolin, euh, dont les paroles et l'air imitent les chansonniers de Montmartre de la Belle Époque, mais dont la musique est ordonnée par un synthétiseur qui sonne pour le coup très années 70, début 80. Or, cette série donc, qui met en scène la Belle Époque et les années folles se déroule au moment où apparaît un autre chrononyme, le chrononyme des 30 Glorieuses, forgé par Jean Fourastier en 1979 et qui montre à la France les 30 ans d'une modernisation impressionnante s'étant écoulée depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc, cette conscience qu'ont les téléspectateurs d'avoir vécu une accélération, une modernisation très poussée depuis la libération, fait écho évidemment à une autre phase de modernisation, la Belle Époque, autant qu'elle met la Belle Époque à distance. C'est-à-dire que cette période, la Belle Époque, qui pouvait paraître relativement familière lors de la première saison, s'éloigne sans doute de plus en plus lors des dernières saisons pour les téléspectateurs dont le monde change. Je vais prendre un exemple assez simple. Les hommes des Brigades du Tigre passent leur temps à utiliser le téléphone. Ils ont évidemment un téléphone dans leurs locaux, mais sinon, ils téléphonent au café, dans des téléphones publics. Or, en 1977, seulement un tiers des foyers français ont le téléphone, ont ce qu'on appelle aujourd'hui une ligne fixe. Un tiers des foyers français. Bon, après, sous Giscard, ça s'accélère très vite et très rapidement, mais finalement, cet environnement où on doit aller au café pour téléphoner pouvait paraître familier lors des premières saisons et beaucoup moins à la fin de la série. De même, je l'ai indiqué dès le départ, les empreintes digitales, la machine à écrire, l'appareil photo, les diapositives, tout ça, ce sont des objets qu'utilisent encore les policiers des années 1970 et également tous ceux qui doivent dactylographier une lettre, pas d'ordinateur dans les 70, mais des machines à écrire. En revanche, certaines choses ont dû interpeller les téléspectateurs car semblant particulièrement déconnectés ou loin du présent. Alors, en aparté, de façon secondaire, les années des Brigades du Tigre, c'est les années évidemment des chocs pétroliers, du renchérissement du prix de l'essence, de l'impérieuse question de l'économie de l'essence. Et je me demande combien d'automobilistes se sont posé la question, mais combien elles consommaient cette voiture, puisque ça devient une obsession des conducteurs après les chocs pétroliers. Et de fait, les voitures des Brigades du Tigre consommaient beaucoup. Autre chose qui a dû surprendre, c'est, on en a parlé un peu, l'effacement total des luttes sociales dans la Belle Époque des Brigades du Tigre, c'est-à-dire l'effacement total de la séquence contestataire autour de mai 68. Or, pour mémoire, la fin des années 70, beaucoup moins le début des années 80, la fin des années 70 se caractérise également par une intense conflictualité sociale. On peut citer entre autres les LIP, le Larzac, les aciéries de Longwy, et tout ceci est rigoureusement, j'insiste, absent des Brigades du Tigre. Or, si on fait un contrepoint avec d'autres... Attendez, ça stoppe, je vais terminer par le juge et l'assassin de Tavernier, ça ne vous embête pas? Pas de souci. Donc je vais couper et reprendre sur les anarchistes et les luttes armées. Ok. Voilà. Donc, non seulement il y a un effacement des luttes sociales, mais on a aussi l'image d'une république protectrice et infaillible qui n'est jamais questionnée. Jamais la République n'est questionnée. Une République qui d'ailleurs, quoique parlementaire sous la Troisième République, ressemble furieusement à la Cinquième République de notre temps, puisqu'il est perpétuellement question de Clémenceau, 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 comme s'il était l'autorité suprême, ce qui n'était pas le cas sous une République parlementaire. Une République donc infaillible et qui, nous l'avons dit,
lutte victorieusement contre les anarchistes individualistes. Alors, ça c'est intéressant parce que la présence des anarchistes dans les 3 premières saisons de façon répétée peut s'expliquer certes par la redécouverte d'une belle époque plus criminelle, plus insoumise, etc. Mais ces politiques qui mènent une lutte armée et qui commettent des braquages. Tout ceci fait écho à l'échelle de l'Europe, aux guérillas urbaines de la fraction armée rouge en Allemagne de l'Ouest ou des brigades rouges en Italie. Mais ce qui est frappant, c'est qu'après 1979, fini les anarchistes dans les brigades du Tigre. Or, 1979, c'est précisément l'année où Action Directe revendique ses premiers attentats. Donc on voit que cette série veut gommer toute forme de conflictualité politique présente, soit par les luttes sociales, soit par les luttes politiques, c'est-à-dire que dès que des anarchistes individualistes auraient pu évoquer quelque chose d'un peu trop présent en France, on n'en parle plus. De la même façon, dans la contestation autour de mai 68, toutes les dimensions antimilitaristes, je pense au Larzac et au comité de soldats, toutes les dimensions anti-impérialistes, je pense au comité Vietnam ou anticolonialiste, tout ceci est absent des brigades du Tigre qui veulent montrer une belle époque avec une république protectrice et infaillible contre les ennemis divers et variés. Alors, pouvait-on faire autrement ? Une série sur la belle époque est-elle nécessairement de cet ordre-là ? On peut, pour conclure, faire un contrepoint à une ouverture avec un film remarquable, Le juge et l'assassin de Bertrand Tavernier en 1976, avec Michel Galabru dans son meilleur rôle, celui d'un tueur en série vaché. Le juge et l'assassin, 1976, donc, nous montre des personnages aux psychologies complexes, nous montre une république pour le moins incertaine et parfois dépassée. On ne sait pas trop parmi les juges qui traquent l'assassin lesquels sont vraiment républicains, tout ceci n'apparaît pas très net. On voit une France avec une emprise de l'Église beaucoup plus forte et après avoir suivi et traqué l'assassin Vacher, le film se termine avec une chanson à la gloire de la commune, des ouvriers en grève à la porte de leur usine, et conformément au maintien de l'ordre de l'époque, les soldats qui arrivent, les ouvriers refusant de se disperser, l'armée leur tire dessus. Voici comment se termine Le juge et l'assassin. Donc, certains montraient l'intensité des luttes sociales de la belle époque à la belle époque dans des œuvres cinématographiques, ce qui n'est même pas évoqué dans les Brigades du Tigre. Éric Fournier, merci beaucoup pour l'évocation de cette série Les Brigades du Tigre, donc série, on l'a dit, parue à la télévision française à partir des années 70, qui traite à la fois de la belle époque, puis ensuite des années folles. Alors vous avez fourni, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, une petite bibliographie indicative qui permettra d'approfondir autour de certaines notions que l'on a évoquées ensemble. On retrouve le résumé de l'émission sur notre partenaire nonfiction.fr et puis vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Merci beaucoup Éric et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel not just to please.
electric by your strangely.